Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Après le corps suspect, psychanalyse en terre d'islam, un psy dans la cité qui a obtenu le prix Grand Atlas en 2013, un si long chemin, parole de réfugiés au Maroc, et la liste est longue. Le psychiatre, psychanalyste et prolifique écrivain Dr Jalil Bennani, lauréat du prestigieux prix international Sigmund Freud, nous revient avec un nouvel ouvrage passionnant intitulé « Des djinns à la psychanalyse », nouvelle approche des pratiques traditionnelles et contemporaines aux éditions Les Presses du Réel. Un livre présenté, je cite, comme une nouvelle approche de la souffrance psychique, intégrant les connaissances extra-occidentales à celles de la psychiatrie et de la psychanalyse pour repenser les héritages et les croisements culturels et linguistiques constitutifs d'un universel pluriel. Un livre qui prône une approche de continuité et non de clivage. Docteur Jalil Bennani, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, docteur Bennani, vous vous intéressez beaucoup à la psychanalyse dans le monde arabe et islamique, un ouvrage sur les pratiques croyances surnaturelles dans les souffrances psychiques, à coup de source. C'est votre univers, vous avez tourné autour depuis longtemps, mais qu'est-ce qui a déclenché l'envie de consacrer un livre à part entière à ce sujet ? Écoutez, c'est un cheminement de tout ce parcours de livres, de pratiques et de théorisation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est penché sur l'histoire de la psychanalyse, que je me suis penché sur les migrants qui introduisent justement à tout ce qui se passe chez nous, que je me suis intéressé à la psychanalyse dans le monde arabo-musulman, je suis allé un peu plus loin, justement, en donnant des éclairages sur, à partir de ma pratique et d'une théorisation sur la nécessaire articulation entre tout ce qui est traditionnel et tout ce qui est contemporain. Et donc, ce livre s'est imposé comme un aboutissement, au fond, de tout cela. Oui. Alors, nous vivons dans une société complexe, riche, certes, de ces différences, mais parfois déroutantes par ces contradictions. Société en mutation, société où traditions et valeurs occidentales se côtoient, coexistent, s'enchevêtrent, mais jusqu'à prendre parfois des allures, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'aimez pas ce mot de schizophrénie, peut-être de névrose, en tout cas de dédoublement. Vivons-nous aujourd'hui une crise identitaire au Maroc ? La société marocaine est incontestablement riche de cette diversité, de ce pluralisme culturel, linguistique, de son histoire. C'est incontestable. Mais c'est vrai que nous vivons des crispations. Si je n'aime pas le mot schizophrénie, c'est appliqué, disons, à une population, quoi. Il ne faut pas pathologiser la population, de même qu'on ne peut pas dire une population névrosée. Donc, l'usage abusif des étiquettes est toujours un problème, ça crée des confusions. Par contre, les crispations, on peut les mettre sous l'angle des identités. C'est-à-dire que si je parle de la pluralité dans nos sociétés, c'est une pluralité identitaire qui est même reconnue dans notre Constitution. Mais le problème, c'est quand elles ne sont pas en complémentarité, mais en opposition. Vous voyez ? Et ça, ce sont les crispations identitaires. Heureusement que nous avons plusieurs identités, parce qu'une seule identité, ça c'est la fermeture. Mais les crispations, c'est quand on est dans le tout traditionnel ou dans tout le tout moderniste, etc. Et à ce moment-là, ça donne évidemment des oppositions. Et notre travail, justement, d'articuler, c'est de montrer qu'elles peuvent se compléter sans être les mêmes, mais de vivre avec ce riche patrimoine, aussi bien des traditions que des choses dont nous avons hérité depuis l'ère du protectorat, et nous nous sommes réappropriés ce dont nous avons besoin, et tout cela, ce sont nos héritages. Oui, alors c'est une société, vous avez dit, en mutation, mais il y a des malaises, il y a des frustrations. Est-ce que cela trouve son origine dans un décalage entre l'évolution de la société et celle des mentalités et celle des lois aussi ? Parce que les gens, des fois, sont frustrés parce qu'ils aspirent peut-être à plus de liberté. Ils se trouvent emprisonnés dans un carcan de valeurs et de jugements, de regard de l'autre, alors que eux, dans leur tête, ont évolué. Les femmes ont beaucoup évolué. En 30-40 ans, la société s'est transformée. Une grande vitesse, ça n'a pas pris le temps que ça a pris en Occident. En fait, c'est ça, peut-être... Tout à fait. Mais vous savez bien qu'il y a des forces antagonistes. Vous savez bien qu'il y a des oppositions et des rapports de force. Heureusement que nous avons la démocratie, justement, pour que
toutes les tendances s'expriment. Et les mentalités, elles ne sont pas sans lien avec justement ces rapports de force, avec le lien social. Je veux dire, on doit parler du psychosocial, forcément. Mais fort heureusement, la société avance. Les mentalités avancent doucement, des fois. Des fois, si on voit bien avec les technologies avancent plus vite que les mentalités. C'est vrai que les mentalités, ça c'est ce qu'on peut déplorer, elles avancent lentement, mais elles avancent aussi sous l'influence des facteurs sociaux. Vous avez parlé de la question des femmes, les mouvements, les associatifs. Les mouvements associatifs font évoluer la société. Vous voyez, vous savez, dernièrement, il y a eu un ouvrage sur l'abolition de la peine de mort. Il vient de la société civile et d'associations, etc. Et donc, les mouvements sociaux sont appelés justement à modifier les lois. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des lois qui sont frustrantes. Vous savez, les jeunes aspirent à des libertés. Les femmes sont souvent plus réprimées dans leurs désirs, dans leur sexualité, etc., que les hommes. Et tout cela fait que les choses s'expriment. Nous avons, heureusement, une parole quand même qui se libère et il faut les entendre. C'est-à-dire que le législateur doit être à l'écoute de ces revendications. Oui. Alors, vous dites, docteur, que l'intérêt de ce travail, votre dernier livre, est de proposer une nouvelle approche qui tienne compte de l'apport des traditions au Maghreb et des avancées théoriques élaborées en Occident. Doit-on comprendre que les croyances irrationnelles et la science peuvent parfois cohabiter, l'une n'exclut pas forcément l'autre? Nous voyons tout à l'heure sur les écrans des images de femmes qui font des sacrifices, comme ici, qui vont visiter, prendre la baraka de saints, qui ont même recours à la sorcellerie. Et ce sont des femmes de toutes les catégories socio-professionnelles. Il ne faut pas croire que ce sont des femmes du milieu populaire. Tout à fait. Des femmes cultivées avec des postes. Est-ce qu'on est obligé, on peut faire cohabiter les deux approches? Parlons pratique, si vous voulez. Des personnes ayant fréquenté ces lieux, étant allées chez Sid, ayant eu les conseils d'un magicien ou d'un guérisseur, viennent me voir. Pourquoi? Ils viennent me voir, soit parce qu'ils sont restés insatisfaits, et donc les solutions ne sont pas ce qu'elles attendaient, soit parce qu'elles veulent essayer tout. Vous savez, chez nous, on le dit, on dit dire sabab. Vous voyez, elles veulent essayer tout. Donc, le fait, quand ils viennent me voir, je dois à la fois écouter ce que la personne a fait, les lieux qu'elle a fréquentés, et essayer de comprendre aussi pourquoi elle vient chez moi. Donc, en venant chez moi, je reste dans ma position, c'est-à-dire le psychiatre qui a une démarche et une réponse scientifique, le psychanalyste qui est à l'écoute de la parole, et la parole, elle peut être la même chez Sid et chez le psychanalyste. Des fois, on m'a dit Radin Jinzork. Et donc, ça, je suis à l'écoute de ça. Mais la cohabitation, ce n'est pas une vraie cohabitation. C'est un cheminement. C'est-à-dire que moi, si je reste dans ma position, ensuite, on va faire cheminer cette croyance vers quelque chose de rationnel sur le pourquoi, sur l'implication personnelle, sur la nécessité du groupe, les croyances, etc. Et donc, je reste dans la position dans laquelle je suis, tout en respectant les démarches qui ont eu lieu avant moi. Et à ce moment-là, soit la personne va continuer avec moi et évoluer dans ce chemin, soit elle peut s'arrêter et puis garder, elle, la cohabitation. Voilà. Oui. Alors, le titre de votre livre, des djinns, la psychanalyse, il y a le mot djinn. Alors, ce n'est pas que culturel, parce que c'est les esprits, les djinns, c'est religieux, culturel. On dit que c'est cité dans le Coran, il y a les djinns, il y a les esprits malfaisants, il y a les esprits bienfaisants. Est-ce que cela fait que ces croyances traditionnelles et irrationnelles sont très ancrées et elles auront la peau dure parce que justement il y a le facteur religieux? Alors, d'abord, elles ne sont pas propres à notre pays. Non. D'abord, vous voyez, en Afrique, par exemple, c'est très étendu. Même en Europe, chez les chrétiens, l'exorcisme. En Amérique latine, etc., bien sûr. Mais chez nous, comme vous le dites bien, elles sont associées aux religieux. D'ailleurs, les sociologues parlent chez nous du magico-religieux. C'est souvent associé. Et la question religieuse,
si on la prend au sens strict, bien sûr que les djinns sont reconnus dans le religieux. Mais, par exemple, le Coran ne donne pas des moyens pour se défaire, elle ne donne pas des remèdes, vous voyez. Et c'est là qu'il y a des dérives, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'improvisent justement guérisseurs en s'appuyant sur le texte religieux. Et bon, il y en a qui ont un savoir-faire. Bon, Oui. Ce savoir-faire n'est pas forcément religieux, mais pourquoi pas, des fois si Des ça aide. techniques, Mais les dérives, alors elles sont nombreuses, et appelons-le par leur nom, c'est du charlatanisme. Justement, vous empiétez sur ma prochaine question, parce que j'imagine qu'il y a une frontière à ne pas dépasser, au-delà de laquelle les croyances et davantage les pratiques, parce que c'est surtout les pratiques peuvent être dangereuses. Nous vivons dans une société, même le continent où justement les djinns, les esprits naturels sont tenus responsables de nombreuses maladies physiques et mentales. La sorcellerie est considérée comme une thérapie. Et malheureusement, les charlatans qui prétendent soigner ou exorciser des personnes qu'ils disent posséder, alors qu'il s'agit de personnes malades, schizophrènes, hystériques et névrosées, ne manquent pas. Où se situe cette frontière à ne pas dépasser, au-delà desquelles on peut déraper, au lieu que ce soit culturel et quelque chose à prendre en considération dans le cheminement et qu'on bascule vers autre chose? Écoutez, les croyances ou les personnes qui sont dans le champ religieux ou celles qui ont un savoir-faire ne doivent pas outrepasser leurs compétences et ne doivent pas mélanger les choses. Je veux dire, vous savez par exemple que maintenant, en ce qui concerne la pratique qu'on appelle la ruqya, vous savez qu'il y en a qui l'utilisent pour prétendre justement soigner. Les hommes de religion que je respecte, ce sont ceux qui me respectent aussi et qui disent ça c'est la médecine et ça appartient aux religieux, aux spirituels, vous voyez. Et donc, mais il y en a d'autres qui font arrêter les traitements et qui prétendent justement mieux guérir. Et ça c'est du charlatanisme. Oui. Et forcément, en tant que scientifique et soucieux du bien-être de nos patients et de la population, nous devons les combattre avec les autorités. Et les combats, c'est pas forcément que les punitions. Il faut éclairer la population. C'est tout le sens aussi des publications, de nos débats et puis notre rôle à tous. Oui. Est-ce que vous trouvez que la balance commence un petit peu à pencher vers les méthodes scientifiques dans notre société, vers la médecine, la psychiatrie, la psychanalyse, plutôt que vers l'irrationnel ou que... Oui. Alors, bon, je pense, si l'on en juge par l'évolution des choses, au niveau des hôpitaux, au niveau des formations, bien qu'elles soient insuffisantes, de l'augmentation du nombre des thérapeutes qui reste très inférieur aux besoins de la population. Donc il y a une évolution, c'est incontestable. On n'arrête pas la marche du monde et le Maroc n'est pas coupé du reste du monde. Vous voyez, regardez ce qui s'est passé pendant le Covid. Oui. Les consignes scientifiques ont été respectées et puis voilà, elles ont cohabité avec les positions religieuses et tout cela. Mais d'une part, les croyances, comme vous dites, elles sont irréductibles. Les certitudes ont la peau dure, vous voyez. Mais ce que je voudrais amener par mon travail, c'est à ce que les praticiens, c'est-à-dire tous qui sont dans cette évolution scientifique, ne négligent pas la prise en considération de tout ce qui est traditionnel. C'est-à-dire que les praticiens connaissent les traditions. Je n'ai pas à leur enseigner ce que c'est le sihr ou ce que c'est le jinn. Mais ça manque de prise en considération dans le sens de la théorisation, dans le sens de l'écoute, dans le sens de la conceptualisation, pour considérer qu'il peut y avoir deux ordres de rationalité, que ce n'est pas toujours l'irrationnel, et que ça demande à être pris en considération dans la pratique et dans la théorie. Il ne faut pas être radical et rejeter complètement, parce que ça fait partie... Mais est-ce que c'est parce que vous avez les deux casquettes, psychiatre et psychanalyste? Peut-être que les psychiatres sont beaucoup plus dans leur doctrine médicale et qu'ils ont du mal à s'ouvrir sur ce monde irrationnel où il y a beaucoup de subconscient, où il y a beaucoup de... Est-ce que c'est ça, en fait, le problème? C'est très pertinent ce que vous dites. J'ai une double casquette. D'abord, j'ai une double culture. Oui. C'est ça la première chose. Oui. La deuxième chose, c'est qu'étant psychiatre et psychanalyste, c'est vrai que la psychanalyse, elle ouvre beaucoup plus
justement à une approche des croyances par le langage, par la mémoire, par les traces enfouies dans l'inconscient. Mais la psychiatrie, si elle est ce qu'elle est aujourd'hui, elle n'a pas toujours été ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la psychiatrie s'est beaucoup orientée vers la prise en charge médicamenteuse, vous voyez. Oui. Et donc l'assimilation des troubles psychiques à des maladies du cerveau, à des organicités. Elle n'a pas toujours été comme ça. Les choses ont évolué dans ce sens, parce qu'il y a eu une période où la psychanalyse était beaucoup plus présente dans la psychiatrie, et ça a donné évidemment la psychiatrie psychodynamique, dans laquelle la psychopathologie, ce qu'on appelle la psychopathologie, allait à la recherche du sens des symptômes, à leur intelligibilité. Oui. Donc je plaide pour un retour à cette intelligibilité, vous voyez, à cette compréhension, à cette approche plurielle. Cela date depuis longtemps, parce qu'on voit là un de vos précédents livres, La psychanalyse au pays des saints. Donc c'est un sujet qui vraiment vous tient à cœur, vous travaillez et vous vous engagez parce que vous, justement, vous savez que les deux univers... Une fois qu'on a décrit, il faut comprendre, il faut approfondir. Voilà. Alors vous dites, docteur, que les mots comportent une certaine magie. Parce que d'abord, vous avez déclaré dans une autre tribune que la magie a permis, ça m'a interpellé, de faire des découvertes scientifiques comme l'astronomie, la physique, et la chimie. Et cela voudrait dire qu'il ne faut pas diaboliser 100% la magie. Vous croyez en la magie? Vous savez, des grands anthropologues, sociologues comme Marcel Mauss ont dit des choses comme ça, vous voyez. Et donc ont reconnu le rôle précurseur de la magie dans certaines découvertes scientifiques, puisque le magicien a un savoir-faire. Hein, il a un savoir-faire, c'est pas simplement un héritage, ou une formation, c'est un savoir-faire qui lui vient de ses qualités personnelles, de son expérience, etc. Donc, si vous me demandez si je crois à ses effets, c'est sûr. Je crois à ses effets et je pense qu'il faut absolument être à l'écoute. Quant à la puissance des mots, ben oui, la psychanalyse, elle s'est fondée, elle s'est créée à partir justement de la parole qui soigne, hein. La parole qui guérit, parce que les mots, ils peuvent provoquer des guérisons, des tristesses, des joies, etc. Donc le pouvoir de la parole, il est indiscutable, puisque nous sommes des êtres humains. Oui. Mais nous n'avons pas la même position que le magicien, puisque justement, on va dans cette rationalité dont je vous ai parlé. Oui. Alors pensez-vous, docteur, que notre société arrive un petit peu aujourd'hui à dépasser les clivages dont on a parlé tout à l'heure et à concilier son héritage, ses traditions, ses saints, ses superstitions et la modernité, voire l'occidentalisation, je vais y arriver, qu'elle revendique ou du moins qu'elle affiche. Est-ce que c'est une occidentalisation de façade? Est-ce qu'on arrive à dépasser ces clivages Alors, ce qui est de façade, évidemment, conduit au clivage. Vous voyez? C'est-à-dire on affiche une chose et puis on vit une autre. Et ça, évidemment, on le voit bien. Donc, la façon de faire évoluer la société, c'est comme le disent des politiques, ne pas opposer tradition et modernité, mais ça va trop vite en le disant comme ça. C'est-à-dire, pour moi, qu'est-ce que c'est les effets de cette modernité sur la tradition et quels sont les effets de la tradition sur la modernité? C'est-à-dire que la tradition peut se réinventer, peut se renouveler. On n'a pas besoin de faire les fêtes comme on les faisait avant. Vous voyez, et les jeunes vous le disent bien. Quand vous voyez que des jeunes s'ennuient dans des fêtes, vous posez des questions. Et inversement, si vous voulez, l'occidentalisation ne doit pas occulter la tradition, dans le sens de ne pas être amené à mimer ce qui se passe ailleurs et rester au plus proche de ces traditions. Regardez les migrants ou les acteurs ou les humoristes, vous avez des exemples en France qui ont réussi. Ce sont ceux qui allient leurs deux cultures, vous voyez, qui allient leurs deux cultures, qui enrichissent la culture du pays donc d'accueil par leur tradition et qui retravaillent leur tradition, qui n'est plus la tradition d'origine. C'est-à-dire que vous savez, quand vous vous déplacez, vous allez dans un pays, 10 ans après, vous n'êtes plus celui qui a quitté le Maroc, vous êtes quelqu'un d'autre. Ça doit se traduire dans les pratiques. Eh bien, on n'a pas besoin de partir. Dans le Maroc même, il y a évidemment des évolutions dans ce sens. Elles doivent être prises en considération dans les pratiques, les mentalités. L'irrationnel, sans aller dans l'extrême, ça peut aider, parce que c'est culturel, ça fait partie de nous, de notre identité. Bon, on peut aller dans un saint, par exemple, les saints qui sont les plus vénérés, genre en allant à Isoro, Moulay Idriss, quand ils se sentent
plus apaisé. Mais écoutez, bien sûr... Est-ce que c'est des choses qui n'enlèvent rien notre pragmatisme ou notre... À condition de ne pas enlever le pragmatisme. Absolument. C'est-à-dire qu'elles sont ancrées. On peut être absolument non religieux et puis avoir besoin d'aller faire un rituel, un pèlerinage, etc. Ce sont, je veux dire, la question de l'irrationnel, des croyances. Les croyances, elles sont irréductibles. D'ailleurs, les croyances existent aussi dans la science. On peut aller voir quelqu'un parce qu'on croit en son pouvoir et on connaît moins ses compétences. Oui. Donc l'irrationnel, c'est quelque chose d'humain. Avant de finir cet entretien, il y a 2 événements importants, Dr Jalil Bennani, sur lesquels vous voulez revenir et qui vont se dérouler bientôt. Alors écoutez, ça fait partie des bonnes nouvelles justement de l'évolution de la société. Rabat, comme vous le savez, va être capitale africaine de la culture. Et dans ce sens, il y a le Salon du Livre qui va ouvrir ses portes du 2 au 12 juin. Voilà, c'est un événement important où l'Afrique sera à l'honneur. Et l'autre, il est plus loin, il est en octobre, le 1er octobre, c'est les littératures itinérantes qui aura lieu à Fès et qui va réunir des écrivains du monde entier. C'est une manifestation internationale. Oui. Elle en est à sa 4e édition, après Rabat, Casa, Marrakech. Voilà, donc tout ça, c'est de nature, bien sûr, à donner toute l'importance qui convient à la culture dans notre pays et, comme on dit, comme levier du développement. Ben oui, vous êtes psychanalyste, mais vous êtes très, très, très ouvert sur le monde de la culture, de l'art, de la sociologie, de l'anthropologie. Et ça se voit à l'appel que vous venez maintenant de lancer aux événements qui sont des événements purement culturels. Et voilà, ça fait partie de cette ouverture que vous dites, et pour éviter les clivages et pour éviter d'être en autarcie. Merci beaucoup, Dr Jalil Bennani, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes psychiatre, psychologue et que vous venez de publier un nouveau livre passionnant, des djinns à la psychanalyse, nouvelle approche des pratiques traditionnelles et contemporaines aux éditions Les Presses du Réel. Est-ce qu'il est disponible au Maroc? Et dans quelques lieux. Et il est en cours de commande. D'accord. Voilà. Mais on peut le commander, Donc les gens peuvent le commander. Oui, les gens peuvent le commander. C'est un livre très intéressant. En passant par la librairie ou auprès de l'éditeur. Absolument, comme tous vos livres précédents. Merci beaucoup, docteur. Merci Madame, encore. monsieur, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et très belle soirée.